Salam les Averroïstes et bonjour à tous. Alors vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va parler des Vikings, mais cette fois-ci on va se diriger du côté de la péninsule ibérique. Parce que si leurs attaques répétées sur la France et l'Angleterre sont connues, avec le très célèbre pillage de Lindisfarne, et que leur présence à l'est et dans l'Empire byzantin a déjà fait couler beaucoup d'encre, ce que l'on sait moins c'est qu'ils ont aussi mené des expéditions en Méditerranée entre l'Hispanie et l'actuelle Italie. Ces raids vont donc toucher majoritairement la péninsule ibérique, mais aussi le littoral maghrébin, la Provence et certaines villes d'Italie, principalement au IXe siècle, avec deux campagnes successives. D'ailleurs, cet épisode de l'histoire a été mis en avant dans la série Vikings au cours des saisons 4 et 5, même si bien évidemment on s'est autorisé quelques largesses historiques, notamment en ce qui concerne les aventures de Bjorn Côte de Fer, un des fils du personnage célèbre mais non moins obscur, Ragnar Lodbrok. Mais avant d'aller plus loin et de parler des incursions des Vikings en Méditerranée, on va faire un petit point sur le contexte de l'époque. Tout d'abord, la chronologie. On est au milieu du 9e siècle, plus précisément en 844, quand une première véritable flotte viking est aperçue près des côtes du nord-ouest de l'Hispanie. À cette époque, les Vikings avaient déjà mené plusieurs expéditions sur les côtes de l'Angleterre et de Francie, mais aussi à l'intérieur des terres. En plus de ça, ils avaient commencé à s'installer sur des îles, comme celle de Noirmoutier, afin de s'en servir comme base arrière en prévision de futures attaques. Ce sont aussi à partir de ces bases situées sur la Loire, mais aussi peut-être en Gascogne dans le sud-ouest, que les Vikings sont partis en direction de la péninsule ibérique. D'ailleurs j'en profite si le sujet vous intéresse, Quentin de la chaîne Sur le Champ a dédié toute une série de vidéos très complètes et très bien faites sur le premier âge viking. Donc franchement si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui la connaît quand même, eh bien foncez la voir et foncez dévorer ces vidéos qui sont encore une fois très bien faites. Maintenant, quel est le contexte politique dans la péninsule ibérique ? Principalement, deux pouvoirs dominent la région. La majorité du territoire est gouvernée par un pouvoir musulman, puisqu'entre 711 et 716, les forces arabo-berbères s'étaient emparées de l'Hispanie. Depuis 756, cette nouvelle région sous domination musulmane, appelée Al-Andalus, était contrôlée par un nouveau pouvoir, l'émirat omeyyade de Cordoue. Du côté chrétien, l'autre pouvoir important est le royaume des Asturies qui se trouvait dans le nord-ouest de la péninsule et qui depuis les années 750 connaissait une forte expansion. On pourrait aussi mentionner d'autres entités politiques, alors de moindre importance car encore assez jeunes, comme le royaume de Pamplune ou le comté d'Aragon. C'est dans ce contexte-là que vont avoir lieu les premières incursions vikings. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, avant que je commence le récit, c'est que les sources nous donnent un itinéraire assez précis des expéditions vikings, mais certains détails restent un peu flous. Et bien sûr, le nombre de navires et de combattants, autrement dit les effectifs, sont peu connus et sujets à caution, parce que bien souvent, les auteurs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, n'hésitent pas à les amplifier. La première expédition viking intervient donc en 844. Après être parti d'une base située près de la Loire ou de la Gironde, des premiers pillages ont lieu autour de la Garonne, s'étendant même jusqu'à la ville de Toulouse. Après cette première réussite, les Vikings vont quitter la région et se diriger vers la péninsule ibérique. Les premiers à les voir débarquer sont les habitants du royaume des Asturies. On est peut-être entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, quand les Vikings, disposant peut-être de plus d'une cinquantaine de navires, décident d'attaquer la ville de Gijón. Une plaque commémorative, qui c'est vrai est quand même légèrement empreinte de clichés, se trouve dans la ville de Luarca et représente ses premiers assauts. Ils s'en prennent aussi à la Corogne, mais sans obtenir de réel succès face à la résistance menée par le roi asturien de l'époque, Ramiro Ier des Asturies, qui parvient à les mettre en déroute. Les Vikings sont donc contraints de poursuivre leur route. Ils passent le cap Finistère et se dirigent directement vers le sud et le territoire d'Al-Andalus, contrôlé par l'émirat omeyyade. Après quelques jours de navigation, peut-être vers la fin du mois d'août, ils atteignent leur première cible, Lisbonne. Ils s'installent alors sur l'estuaire du Tage et auraient tenté à 3 reprises de prendre la ville, peut-être pendant 13 jours, sans obtenir néanmoins de succès. Ainsi, ils repartent encore une fois bredouille et décident de tenter leur chance un peu plus au sud, se rapprochant par la même occasion du cœur même de l'émirat omeyyade et sa capitale, Cordoue. À partir de là, les Vikings vont connaître leur première réussite, et non des moindres. Ils commencent d'abord par piller les villes de Cadix et de Medina Sidonia, avant de s'engouffrer dans le Guadalquivir, le fleuve principal de la région. C'est là qu'intervient leur premier grand succès, la prise de Séville.
A l'aide de leurs navires, particulièrement agiles et rapides dans ce type de configuration, ils remontent le Guadalquivir jusqu'à atteindre la ville de Séville, qui à l'époque est une des cités les plus importantes d'Al-Andalus. Prise de court, les forces de l'émirat omeyyade n'ont pas le temps d'intervenir, et une partie de la population est contrainte de fuir dans l'arrière-pays, dans les montagnes ou à proximité de Carmona. On serait peut-être au début du mois d'octobre quand les Vikings parviennent à briser la maigre résistance de la cité et à s'emparer de la ville qu'ils auraient ensuite allègrement pillée. Et cela ne s'arrête pas là, parce qu'en plus de prendre la ville, ils s'en seraient servis comme d'une base pour mener des raids dans les alentours. Ainsi, partant de Séville, ils vont ravager toute la région en attaquant les localités de Coria, Beja ou encore Alcalá del Río, avant de trouver refuge dans leur seconde base arrière, l'Isla Menor, située sur l'ancien estuaire du Guadalquivir, au cœur d'une zone de marais. Seulement, Abderrahman II, l'émir omeyyade, va mobiliser ses forces et va combattre les Vikings, peut-être près de Tablada, dans les environs de Séville. Résultat, les forces d'Al-Andalus vont vaincre les Vikings. Selon les sources musulmanes, ils auraient tué 1000 Scandinaves et coulé 30 de leurs navires, des chiffres qui, comme je vous le disais auparavant, sont purement hypothétiques. Les Vikings ayant été défaits, il ne leur restait plus qu'à négocier, c'est-à-dire échanger leurs prisonniers et leurs butins contre leur propre vie. Suite à cet accord, les guerriers nordiques auraient donc fait demi-tour, remonté toute la côte ibérique, non sans s'accorder un petit raid sur l'Algarve, avant de retourner à leur point de départ, près de la Loire. Ce premier raid s'est donc soldé par un demi-échec, voire même un échec. La première partie de l'expédition a été la plus compliquée, avec une défaite en Asturie. Mais la seconde partie, quant à elle, avec le pillage de Séville et de sa région, eh bien elle a plutôt été un succès. Parce qu'au final, ils ont été vaincus par le pouvoir omeyyade, même si les termes de l'accord suivant leur défaite, finalement, eh bien ils restent assez flous. Mais on est maintenant 15 ans plus tard, entre 858 et 859, et une deuxième expédition est aperçue près des côtes des Asturies. Cette fois-ci, la flotte viking aurait été composée d'une bonne soixantaine de navires, avec à leur tête deux personnages illustres, célébrés pour leur courage et leur sens de l'aventure, Hastein et surtout Bjorn Côte de Fer. Ensemble, comme leurs prédécesseurs, ils vont commencer par attaquer le royaume des Asturies. Choisissant peut-être de remonter la rivière Pontevedra pour pénétrer à l'intérieur des terres, ils parviennent jusqu'à l'évêché d'Iria Flavia, qu'ils vont soumettre au pillage. Pendant ce temps, la population s'était réfugiée dans la cité d'importance de la région, Saint-Jacques de Compostelle. D'ailleurs, c'est cette ville qui semble être l'objectif principal des Vikings, puisqu'à cette époque, même si Compostelle n'était pas encore le centre de pèlerinage qu'il deviendra par la suite, il commençait déjà à recevoir de nombreuses richesses, à accueillir de plus en plus de pèlerins, et il était sans aucun doute une proie assez juteuse pour les Scandinaves. L'histoire raconte qu'après avoir fait le siège de la ville, les habitants leur auraient offert un tribut en échange de leur départ. Les Vikings auraient accepté, mais ils auraient quand même tenté de prendre la ville. Malheureusement pour eux, le roi des Asturies, Ordonio Ier, alors peut-être aux prises avec les musulmans, aurait envoyé une partie de ses troupes sous les ordres du comte Pedro pour repousser les Vikings et mettre fin au siège de la ville. Cette opération aurait été un succès, obligeant les Vikings à battre en retraite et à naviguer en direction du sud. Ils arrivent alors jusqu'au détroit de Gibraltar et tentent à nouveau leur chance sur le fleuve du Guadalquivir. Arrivés près de Séville, à l'inverse de leurs prédécesseurs, ils vont constater que la cité a pris de nouvelles mesures de défense, tant du côté de la garnison que du côté des bâtiments, et ils vont donc choisir de faire demi-tour. Revenant jusqu'à l'embouchure du fleuve et poursuivant leur route vers le sud, ils vont piller plusieurs villes côtières en commençant par Cadix et Algésiras. C'est à ce moment-là qu'ils auraient décidé de s'aventurer près des rivages d'Afrique du Nord. Quittant les côtes andalouses, ils vont longer le rivage du Maroc actuel jusqu'à parvenir aux portes de la ville de Nekhour, alors capitale d'un petit état du même nom, dominé par la famille des Salihides, qui se prétendait descendante d'un des compagnons du général arabe Oqba ben Nafi. Selon les sources, ils seraient parvenus à prendre la cité, à piller ses richesses et même à capturer deux femmes de haut rang, peut-être les filles du souverain de l'époque, contre lesquelles ils auraient reçu une belle rançon. Bon, on est à Oran ou on est à Nekhour, faut savoir. Hein? Bah, je sais pas, tu dis des femmes de Oran. Non, mais parce que les deux villes sont pas très loin et que les gens, ça pourrait porter à confusion, quoi. Bon, c'est bon, d'accord, j'y vais. Et ce sera pas de ma faute si tu sèmes la confusion chez les gens, au moins je t'aurais prévenu. Bon, on peut continuer.
Après avoir attaqué les côtes africaines, les Vikings vont revenir près des rivages andalous et piller de nombreuses villes comme Murcie, Tounmire ou encore Valence. Profitant de leur position, ils vont même s'aventurer un peu plus à l'est pour venir ravager les îles Baléares, Ibiza, Majorque, Minorque ou encore Formentera. Pour information, à cette époque, les Baléares ne sont pas dominés par l'émirat omeyyade, dont la conquête n'interviendra qu'au début du Xe siècle, mais il semble tout de même qu'ils devaient payer un tribut au pouvoir musulman. Mais en réalité, ils ont refusé à plusieurs reprises de le faire, et ils vivaient finalement de manière assez indépendante. Une fois ces îles attaquées, les Vikings remontent vers le nord, longeant les côtes ibériques, jusqu'à parvenir dans le sud-est de la France actuelle. Ils auraient alors pillé les monastères et brûlé la ville de Narbonne, avant de repartir et de se diriger vers la Provence. A partir de là, comme à leur habitude, ils vont se servir des grands fleuves et des cours d'eau de la région pour pénétrer à l'intérieur des terres. Ainsi, après avoir hiverné en Camargue en 859, ils ont remonté le Rhône et mis à sac les villes de Nîmes, Arles et poussant même leurs incursions jusqu'à Valence. Arrivés près de cette dernière, ils auraient été confrontés à une grande résistance qui à nouveau les a obligés à faire demi-tour et à quitter la région. S'éloignant des côtes de la Provence, sans doute au printemps 860, ils vont prendre le chemin de l'Italie et arriver en Toscane. Encore une fois, ils vont se servir des cours d'eau, notamment du Serchio et de l'Arno, pour piller différentes villes. Ils commencent d'abord par la cité de Lucque, pensant dans un premier temps se trouver à Rome, puis les villes de Pise et de Fiesole. D'ailleurs, et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont déjà suivi la série Vikings, ce qui est intéressant dans l'attaque de Lucque, en tout cas telle qu'elle nous est présentée par certaines sources, c'est que l'on retrouve un parallèle avec les 2 derniers épisodes de la saison 3, quand Ragnar décide de se convertir et de simuler sa mort, pour mettre un terme aux affrontements contre les Francs et s'infiltrer dans Paris. Pour ce qui est de Lucque, une histoire raconte justement qu'un des 2 chefs vikings, en l'occurrence Hastein, s'était fait passer pour mort et avait fait raconter par ses hommes aux populations locales qu'il s'était converti au christianisme et qu'il devait donc être enterré comme un chrétien. Le stratagème ayant fonctionné, les habitants de Lucque ont laissé entrer la fosse dépouille d'Eystein, accompagnés de quelques guerriers nordiques. Mais lorsque la cérémonie a commencé, le chef viking a surgi du cercueil, et avec ses hommes, ils se sont emparés facilement de la ville. Donc c'est vrai que les similitudes entre cette histoire et la série sont assez troublantes, et qu'on pourrait se demander si les réalisateurs finalement ne se sont pas servis de ce récit pour bâtir leur propre scénario. Quoi qu'il en soit, après ces raids en Italie, on perd complètement la trace de la flotte viking. Pendant pratiquement 1 an, on ne sait pas où ils ont pu aller. Certaines hypothèses, sans aucun doute non fondées, les verraient du côté de la Méditerranée orientale, peut-être près du Levant et de la ville d'Alexandrie, voire même à Constantinople, qu'ils auraient pu prendre d'assaut en se joignant finalement aux expéditions menées par les Rousses contre la capitale. D'où d'ailleurs les certaines libertés prises dans la série, au-delà des raccourcis, où Bjorn et Halfdan sont censés arriver en Sicile. Finalement, après cette période obscure, la flotte viking réapparaît en 861 près des côtes andalouses alors qu'elle tente de passer le détroit de Gibraltar. Seulement, cette fois-ci, une importante flotte musulmane, mise sur pied par l'émir omeyyade Muhammad Ier, les attend et n'est pas prête à les laisser à nouveau piller Al-Andalus. Les Vikings vont donc tenter de forcer le blocus, mais ils vont bien sûr subir de très lourdes pertes, puisque près de 2/3 de leurs navires vont être détruits, apparemment par l'usage du feu grégeois, et une partie du butin accumulé durant ces 2 ou 3 années de razzia sera définitivement perdue. Ce serait donc une flotte largement diminuée, peut-être de l'ordre d'une 20aine de navires, qui seraient parvenus à franchir le détroit et à remonter vers le nord en longeant les côtes de la péninsule ibérique. Mais avant de repartir dans leur base d'origine, il fallait bien quand même qu'ils finissent par un dernier coup d'éclat. Ainsi, une fois qu'ils auraient atteint le nord de l'Hispanie, ils seraient à nouveau entrés à l'intérieur des terres pour attaquer la ville de Pampelune. Une tentative qui aurait été plutôt fructueuse, puisqu'ils auraient réussi à capturer le roi de Pampelune et qu'ils auraient obtenu une rançon de 70 000 pièces d'or. Et si je dis aurait, c'est parce qu'on n'est pas du tout sûr de cet épisode, en particulier du montant de la rançon qui aurait été payé. C'est ainsi que se clôt cette 2e expédition viking, qui aura quand même duré 3 ans, entre 858 et 861, et qui, comme vous l'aurez compris, a connu plus de succès que la première. Par la suite, d'autres expéditions vont avoir lieu, mais seulement un siècle plus tard, et elles ne seront jamais aussi importantes que celles de 844 et de 858.
Par exemple, la Galice aura encore à souffrir d'attaques vikings entre les années 950 et 970, allant même en 968 jusqu'à menacer une nouvelle fois Saint-Jacques de Compostelle en passant par la rivière Oula et en triomphant au moins une première fois des forces chrétiennes. Ces raids vikings vont se poursuivre de manière assez éparse tout au long du XIe siècle jusqu'à cesser complètement. Donc si on devait un petit peu résumer les choses et comparer les situations observées en Francie et dans la péninsule ibérique, on a finalement deux schémas qui sont assez différents. Du côté de la Francie et du pouvoir carolingien, on tente de composer avec les vikings, soit en négociant leur départ en payant une somme déterminée, c'est ce qu'on appelle le Danegeld, soit en les intégrant dans le royaume, en leur donnant des terres en échange de leur soutien politique et militaire, et là c'est par exemple le cas du traité de Saint-Clair-sur-Epte, passé avec un chef viking du nom de Rollon ou de Rollo, ce qui donnera bien sûr plus tard la Normandie. Du côté de la péninsule ibérique, la situation est assez différente. Les pouvoirs locaux, royaumes des Asturies et émirats omeyyades, ne connaissent pas autant de difficultés que la dynastie carolingienne et sont plutôt dans une phase de stabilisation, sans compter que les forces vikings sont probablement moins nombreuses que dans le nord. Ainsi, globalement, leur stratégie est de repousser, voire même de vaincre les vikings, et il semble que les pouvoirs ont très rarement eu recours au paiement d'un tribut pour acheter leur départ, si l'on met de côté la question des rançons, qui ne se joue pas sur les mêmes plans. Ces attaques vikings ont tout de même eu des répercussions sur la péninsule ibérique, où les pouvoirs vont développer des installations défensives tant sur les côtes que pour les villes. Bien qu'il soit très compliqué de savoir s'il s'agit précisément de la menace viking, ou plutôt d'un ensemble de facteurs qui ont conduit à ce type d'évolution. Du côté d'Al-Andalus, après le désastre de la prise de Séville en 844, l'émir omeyyade Abdelrahman II a reconstruit les murailles de la ville et y a également installé un chantier naval. D'ailleurs, le même type de bâtiment va être construit à Almeria, sur la côte sud, ce qui va sans doute permettre la création de cette fameuse flotte qui en 861, près du détroit de Gibraltar, va causer beaucoup de dégâts aux vikings. En plus de ces édifices, des tours ou des petits fortins, que l'on appelle des ribettes, vont particulièrement se développer à proximité du rivage. Ces bâtiments servaient à surveiller la mer pour prévenir d'éventuelles attaques. Cependant, ils n'avaient pas que des fonctions militaires, puisque ce n'étaient pas uniquement des hommes d'armes qui y stationnaient, mais aussi tout simplement des personnes pieuses, capables toutefois de combattre, mais qui désiraient se retirer du monde afin de fortifier leur foi. Ces ribettes vont être érigées dans tout le monde islamique, et notamment dans les zones de frontières, aux confins du Dar el-Islam, et sur les zones côtières, afin à la fois d'allier retrait spirituel et défense de l'islam à travers l'engagement militaire, autrement dit le jihad. Mais encore une fois, la connexion entre la menace viking et l'édification de ces ribettes n'est absolument pas évidente. Par exemple, un des ribettes les plus célèbres, celui de Monastir, dans l'actuelle Tunisie, date de 796 et aurait donc été bâti avant l'arrivée des Scandinaves. Du côté chrétien, on observe un petit peu les mêmes évolutions avec la fortification de plusieurs villes, comme par exemple Tui, Oviedo et surtout Saint-Jacques de Compostelle. On a aussi des tours qui sont construites, comme les Torres del Oeste, sans doute bâties autour du Xe siècle. Mais là encore, le lien entre ces constructions et la menace viking n'est pas certifié à 100% et sert aussi à mettre en valeur la région d'un point de vue touristique. On le voit par exemple à travers la fête populaire de Pontevedra où l'arrivée des vikings est mise en scène. On notera aussi ces charmants casques à cornes qui, je le sais, raviront les passionnés d'histoire. Ou pas. Mais au-delà des raids vikings et de leurs possibles conséquences, est-ce qu'on a des témoignages archéologiques de ces attaques? Et est-ce qu'il n'existait pas des relations plus cordiales, voire même commerciales, entre la péninsule ibérique et les Scandinaves? Pour ce qui est du premier point, on a très peu de vestiges archéologiques attestant de la présence des vikings et de potentiels échanges commerciaux. Près de Ovicedo, en Galice, on a retrouvé des ancres, mais leurs origines scandinaves est très incertaine. Le témoignage le plus important que l'on possède reste le reliquaire de Saint Isidore à Léon, datant de la fin du Xe siècle. Du côté scandinave, on a quelques témoignages d'une possible présence scandinave dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord, avec des mentions de personnes s'étant rendues sur une terre appelée Serkland, comme c'est le cas sur la pierre de Gripsholm, et qui pourrait bien faire référence à l'Afrique. Enfin, on a aussi découvert un trésor à Eligholmen, au sud de l'île de Gotland, en Suède, dans lequel on a identifié 24 dinars provenant d'Al-Andalus, un chiffre qui reste extrêmement minime par rapport aux dizaines de milliers de pièces arabes provenant majoritairement de l'Est. Pour ce qui est des sources textuelles, on a très peu de témoignages à propos de la place des relations entre vikings et pouvoirs ibériques.
Bien souvent, on met en avant un récit assez obscur, soulignant de potentielles relations politiques et commerciales entre Al-Andalus et les Scandinaves. Il s'agit de l'ambassade qu'aurait menée un certain Al-Ghazal pour le compte de l'émir Abdelrahman II, après la victoire en 844 des musulmans sur les Vikings près de Séville. Ce récit, on le tient d'un poète andalou, Ibn Yahya, qui a rédigé en Égypte une anthologie de poètes au cours du XIIIe siècle. L'histoire ainsi rapportée, sans doute composée auparavant, autour du XIe siècle, raconte le voyage qu'aurait effectué Al-Ghazal, de son vrai nom complet Yahya ibn al-Hakam el-Jayani, de Cordoue jusqu'en Scandinavie ou bien en Irlande. Pour être plus précis, il aurait pu rencontrer soit le roi du Danemark, Auric, ou bien un certain Thorgils, ou Thorgils, je sais pas trop comment on le prononce, un chef norvégien qui depuis 839 gouvernait la partie nord de l'Irlande. Mais le problème, c'est que cette fameuse source est sans doute une invention. D'un, parce que ce récit serait basé sur une autre mission qu'Al-Ghazal aurait supposément accomplie à Constantinople. Deuxièmement, parce que le récit en lui-même comporte tous les clichés que l'on peut retrouver à plusieurs reprises dans les textes arabes, avec notamment l'insistance sur la grande liberté sexuelle des femmes pour présenter une inversion de la normalité par rapport aux normes sociales islamiques. Enfin, parce que d'autres détails sont flous ou paraissent tout simplement fantaisistes. C'est le cas par exemple du déroulement du récit en lui-même, mais aussi de la datation proposée qui ne concorde pas forcément avec certains éléments décrits, ou encore le trajet suivi par Al-Ghazal lors de son retour à Cordoue. Donc, si on devait un petit peu résumer les choses, les relations entre les pouvoirs ibériques et les Scandinaves, en dehors bien sûr des rapports violents, sont extrêmement floues. Il semble tout de même que la zone du sud-ouest, et plus largement la Méditerranée occidentale, n'ait pas vraiment intéressé les Nordiques, au contraire bien sûr de l'Est, où ils ont développé tout un vaste réseau d'échanges commerciaux connectant la Russie actuelle, Byzance et le monde islamique. Par contre, sur le plan des rapports conflictuels, des raids menés par les Vikings en Hispanie, on est beaucoup mieux informé, bien que certains auteurs aient sans doute exagéré leurs effectifs et les déprédations commises. Ainsi, si les expéditions vikings s'étendent du milieu du 9e siècle jusqu'au 11e siècle, les raids les plus importants sont les deux premiers, celui de 844 et surtout ceux qui sont menés entre 858 et 861, avec peut-être Bjorn Côte de Fer et Astein. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis je remercie bien sûr, comme c'est de coutume, tous les tipeurs. Vous êtes maintenant une petite quarantaine à soutenir financièrement la chaîne, ça me fait très plaisir et surtout c'est très utile. Et puis je remercie aussi, parce que c'est très important, tous ceux qui ont acheté un des deux contenus des suppléments, alors que ce soit sur les batailles de Covadonga ou alors sur la bataille de Poitiers, qui ont donc en quelque sorte sauté le pas et qui m'ont donc fait confiance. Donc merci à vous. Et puis pour tous ceux d'ailleurs qui n'ont pas laissé leur avis sur ce contenu, eh bien j'espère qu'il vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser directement un commentaire sur la plateforme. Et quant à nous, eh bien on se dit à la prochaine pour la troisième et dernière vidéo sur la période des gouverneurs, où on va aller des années 732 à 756, qui correspond à l'avènement de l'émirat omeyyade de Cordoue. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine, et comme toujours, portez-vous bien.